Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast où les prises de parole engagées résonnent comme des déclarations d'indépendance. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, votre complice pour transformer vos murmures en manifestes, vos doutes en affirmations puissantes. Ensemble, explorons comment défendre ses idées, ses projets, ses valeurs, comment l'art de communiquer peut devenir un véritable outil de transformation. Dire plutôt que taire, car chaque voix a un écho et l'expression personnelle devient alors un acte de liberté. Je ne suis pas peu fière de recevoir aujourd'hui Jacques Schneider, qui est un artiste incontournable au Luxembourg, l'homme à la longue barbe et qui mesure une taille très grande par rapport à moi qui suis très petite. Bref, Jacques est un fervent partisan de l'histoire et du patrimoine culturel de notre pays et son œuvre colorée transcende les frontières à la fois physiques évidemment mais aussi celles des médiums traditionnels. Et entre ses collaborations avec la famille Grand-Ducal et certaines de ses séries, comme celle intitulée Nos héros, dans laquelle il rend hommage justement aux héros méconnus de la société, qu'ils soient policiers ou pompiers, et dont il souligne le dévouement désintéressé qui passe souvent inaperçu, Jacques milite vraiment pour un art accessible à tous. Et il nous invite à redécouvrir la puissance du dialogue visuel. Comment transformer sa voix créative en un outil d'engagement sans tomber dans la polarisation? Comment faire de l'art un espace de rencontre plutôt qu'un terrain de division? Vous craignez le discours ringard? Eh bien, je pense que vous allez être surprise par son engagement en faveur de causes humanitaires, d'une politique sociale courageuse, d'une ouverture d'esprit et de dialogue. Salut Jacques. Salut. Alors, moi, je rentre direct, straight to the point. Allons-y. Bah voilà, pour moi, tu te définis peut-être comme un artiste militant, ou est-ce que tu dirais plutôt un militant qui fait de l'art? En fait, j'imagine que l'un ne va pas sans l'autre. Après, il y a toute forme de militantisme et toute forme de degré de militantisme. On est d'accord. Je ne sais pas où est-ce que je me définirais sur l'échelle de Richter du militantisme. Néanmoins, mon art, si je devais le qualifier avec deux grands critères, la première chose, c'est 100% moi. Donc je ne peux pas peindre, dessiner, faire quelque chose auquel je n'adhère pas. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ce qui fait que quand j'ai des commandes, ce sont toujours des cartes blanches. Intéressant. Parce que je peux pas, en fait, faire quelque chose si j'y crois pas. Première chose, donc déjà là, j'imagine qu'il y a, à mon sens, une forte prise de position, et donc forcément, j'ai envie de faire passer un message. Et souvent, ce message, en fait, c'est une réflexion, sans faire de la philosophie de comptoir, mais c'est une réflexion où je présente, à travers une œuvre, quelque chose que tout le monde connaît. Souvent, ce sont des symboles très forts. Je le présente, à mon sens, de la manière la plus simple. Et en effet, j'accentue avec la couleur certains accès pour qu'il soit encore plus accessible à un grand public, sachant qu'il est déjà très accessible, pour que chacun pousse sa curiosité pour finalement se renseigner et créer son propre avis. Donc, je ne donne pas mon avis publiquement sur les créations que j'ai, mais j'incite en fait un intérêt à travers ses couleurs, à travers ses formes. Et c'est peut-être ça ma forme de militantisme, ou mon engagement, ça serait de pousser, d'une certaine manière, à ce qu'on ouvre les yeux sur ce qui nous entoure, sachant qu'on peut ne pas dépasser le bout du nez, mais ce qui est déjà très intéressant dans certains cas. Et après, en agrandissant comme un oignon au fur et à mesure sa zone, mais à chaque fois d'être très attentif à tout ce qu'on y voit et de se poser des questions sur, d'une certaine manière, la chance qu'on a d'être ici en ce moment tous les deux. À bon nombre d'écarts, on est ensemble sur une table avec des fauteuils plus ou moins confortables, en tout cas confortables pour moi. Confortable pour moi aussi. Donc ça, c'est une première chance. À mon avis, je fais une mini démonstration par rapport à mon art.
En fait, on est dans une situation confortable, il fait chaud, on a un toit, on est dans une situation de totale sécurité. S'il nous arrive quelque chose, le CG10 interviendra, j'espère, rapidement. Et donc, notre zone à tous les deux, c'est une zone qui est agréable. Et d'une certaine manière, à travers mon art, j'essaie de présenter justement cela. On est dans des lieux où on est dans des circonstances qui, j'imagine, sont extrêmement favorables. Et en le reconnaissant, alors on peut se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut faire pour que, d'un point de vue sociétal, améliorer encore davantage ces éléments et d'une certaine manière partager. Ça ne fonctionne que parce qu'on a des valeurs et qu'on y croit. Et donc c'est partager ces valeurs pour que, par ruissellement, en fait, on puisse transmettre cette énergie positive à des personnes qui peut-être ne l'ont pas. De prime abord, mon art paraît, et je mets paraît entre guillemets, un peu naïf ou un peu simplé, mais il y a vraiment cette réflexion derrière de se dire, voilà, je suis conscient de la chance que j'ai d'être dans cette situation, alors comment est-ce que je fais pour transmettre cette énergie et pour que d'autres puissent se dire, ah ben oui, moi aussi je veux être dans cette situation-là. Ça m'amène à cette question que j'avais envie de te poser parce que justement, toi, tu avances sur un fil qui est assez ténu entre artistes populaires finalement et Mhm. voix un peu singulière. Donc, quand les critiques fusent, parce que je suppose que tu en as du style oh, c'est trop commercial, trop patriotique ou pas assez subversif, justement, comment est-ce que toi tu métabolises un peu ces attaques et est-ce que je pense avoir la réponse, mais tu vas nous la donner. Est-ce que c'est plutôt des morsures qui te blessent ou des aiguillons qui te poussent à aller un peu plus loin? En fait, je dirais ni l'un ni l'autre. Ah bah mince alors. Parce que, d'une certaine manière, j'imagine que la critique, ou du moins l'avis, ce n'est qu'un miroir par rapport à l'art. Donc si quelqu'un imagine que je suis trop patriotique, c'est peut-être que lui-même voit en ces symboles son patriotisme. Ou quand quelqu'un imagine que quelque chose est trop ou pas assez, c'est peut-être, et j'imagine que c'est souvent le cas, c'est une critique que la personne se fait à elle-même, mais qu'elle n'a pas le courage de s'avouer. Donc, je deviens, entre guillemets, l'exutoire, C'est vrai, mais le réceptacle. voilà, je suis le réceptacle, mais en fait, la personne se trompe de sujet, et il faut d'abord qu'elle soit en accord avec elle-même. Si on est en accord avec soi-même, on n'a pas de problème avec ce que les autres font. Mais dès le moment où on critique ceci ou on critique cela, c'est parce que soi-même, on voit une de ces défaillances. En général, je le prends avec une forme de légèreté, parce qu'il y a toujours ce côté, oui, un peu trop facile, en fait. C'est vrai. En même temps, la critique, c'est aussi la capacité de réflexion. Et puis bon, on est sensibles les uns et les autres à des choses différentes. Donc ça, on peut en parler ouvertement. Mais il y a critique et critique En finalement. fait, Parce que j'adore l'idée du débat, et souvent, j'ai des débats assez musclés avec certains de mes amis, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes avis sur bon nombre de sujets. Et ça me passionne, et c'est pour ça que ce sont mes amis. Parce qu'en fait, je ne suis pas d'accord avec eux. Et comme je ne suis pas d'accord avec eux, eh ben, on a des soirées, on discute, et forcément, les arguments vont, viennent, et de temps en temps, je me rends compte que j'étais sûrement un peu con, de temps en temps, peut-être d'ailleurs un peu plus souvent, eux sont un peu plus cons, bref, je dis ça parce que ça m'arrange, mais forcément, c'est ça qui est intéressant, et j'ai envie de pouvoir imaginer une discussion. Mais pour ça, ça veut dire en fait qu'on accepte le débat, ça veut dire qu'on a des arguments, et ça veut dire qu'on a des convictions. Et ça ne peut pas se faire si on reçoit juste un crachat. Donc l'idée justement même du débat, de la conviction, et du fait qu'on n'envisage pas tous la même société, le fait qu'on n'envisage pas tous les mêmes relations, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui crée la richesse et qui nous différencie d'un système dictatorial où on a une pensée unique. La pensée unique, en fait, est une catastrophe. alors, ça me permet de te poser une question justement puisque tu parles de débat et donc de point de vue. Toi, tu es très proche de la monarchie grand-ducale et en même temps, tu défends des valeurs humanistes, tu viens de le dire, progressistes.
Mais certains, malgré tout, voient une forme de contradiction dans cette posture. Comment est-ce que toi, tu articules un peu ces deux mondes pour que peut-être ils se rencontrent dans ton travail? Est-ce que ça te semble être un frein ou un levier, la tradition monarchique qu'on a pour le Luxembourg contemporain? Je pense que notre tradition monarchique, en fait, est le socle même de cette possibilité de débat. Et quand on voit Guillaume II et la première constitution luxembourgeoise, à travers son acte de nous donner une constitution, de nous donner une liberté, en fait, il permet justement à ce qu'on ait une chambre des députés, à ce qu'on ait le débat. Et ça permet également d'avoir un chef d'État qui soit au-dessus des partis, qui ne soit pas ni corruptible, qui ne soit pas influençable, et qui ait cette neutralité qui est tellement importante pour le débat. On le voit sans faire de politique, à l'heure actuelle, le monde entier est dans une situation assez complexe, parce que justement, il n'y a pas de personne neutre au-dessus du débat. Donc peut-être que notre système monarchique luxembourgeois a justement cet effet merveilleux qui est l'effet de cette neutralité qui est au-dessus du débat, qui permet de calmer le jeu et qui permet peut-être également de pouvoir débattre avec une forme de sérénité. Et pour moi, ça a quelque chose d'excessivement... Souvent, je reprends la première constitution et un des textes, on a retrouvé dans les archives nationales, un très beau texte que Guillaume II a écrit, donc lui-même. Le texte est en français et c'est son discours lorsqu'il y a la prononciation de la première constitution. Et son discours, en fait, est pour le bonheur du peuple. Et dans son discours, il explique justement sa vision. On est en 1848, l'Europe est à feu et à sang, il y a énormément de révolutions. Il explique en fait pourquoi est-ce qu'il fait ça, et il explique quel est l'intérêt du futur et de construire un futur basé sur une monarchie parlementaire, avec des députés qui vont pouvoir justement parler au nom du peuple. Il explique en fait à quel point tout ça a été fait dans le cadre légal et c'est fait sous forme de discussion publique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on sent énormément de sérénité, chose dont nous manquons à l'heure actuelle. Et à travers, et là je parle comme un vieil imbécile, sur les réseaux sociaux ou autres, il est tellement facile d'agresser, il est tellement facile de donner un point de vue qui n'a aucun argument, qui en fait n'existe pas d'un point de vue intellectuel, parce que ce sont des, je sais pas, élucubrations ou des idioties rapides. Justement, peut-être que notre système, il permet de prendre du temps, et il permet d'avoir un débat qui soit un débat qui se fasse en fait sans violence. C'est assez particulier parce que quand je peins, quand je sculpte, c'est très physique. Donc on pourrait imaginer qu'il y a une forme de violence qui sort de mon corps pour exécuter l'action, mais je dirais plutôt de la force et pas forcément de la violence. Et c'est ce que j'aime dans l'idée en fait du débat, c'est qu'un débat fort, justement sur lequel on s'est préparé, on a des arguments, on a des convictions, est quelque chose d'assez magique, mais il faut toujours garder en fait de la délicatesse, de la politesse et du respect pour justement qu'il y ait une fin heureuse. Ce qui fait que pour moi, le système que l'on a à Luxembourg, je trouve, correspond bien à cette idée-là. Je ne sais pas s'il est toujours respecté, je ne sais pas en fait si justement il n'y a pas une forme, dans tout ce que je dis, une forme d'utopie, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté du vivre ensemble et donc du débat, c'est que c'est quelque chose que nous devons recommencer chaque jour, puisque cet équilibre, on l'a vu dans l'histoire, en fait, cet équilibre est toujours très incertain, et toujours d'une extrême fragilité, et donc on a une bonne base, j'en suis convaincu, mais il faut maintenant constamment avoir envie de faire fructifier cette bonne base, envie en fait de ne pas l'escamoter, et pour ça, ça demande peut-être une forme d'humilité que je n'ai pas toujours. Heureusement qu'on n'est pas parfait et que l'humilité n'est pas tout le temps présente. Il faut aussi parfois s'imposer. Alors, j'aime cette expression que je voulais absolument citer de Paul Klee qui disait l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Quand tu prends la parole à travers finalement tes œuvres dont tu viens parler, soit tes sculptures, tes peintures ou plein d'autres choses, qu'est-ce que tu essayes de rendre visible du Luxembourg que les autres ne voient pas et pourquoi ça te semble aussi crucial?
En fait, c'est la vision d'un enfant de 6 ans, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. C'est la vision d'un enfant de 6 ans qui a envie de présenter ce qu'il aime, son pays. Et maintenant, l'enfant a bien grandi. Mais pour moi, c'est toujours tellement important, justement, de montrer tout ce qui m'entoure. Je fais tous les jours une grande promenade en ville. Et c'est cette promenade qui m'inspire peut-être le plus dans mon travail. Par rapport à ce que je disais au tout départ, qui est la chance que l'on a, c'est de montrer cela, en fait. Et de montrer tout simplement, même à travers toutes les collaborations que je peux faire, qui sont des plus variées, euh, en fait, c'est vraiment la manière dont je vis et oui, ce qui pour moi est le plus normal ou le plus naturel possible. Et c'est une expérience de vie que je transmets à travers mes œuvres, qui pousse justement à la réflexion sur ce que l'on consomme, sur le voyage que l'on fait, sur ce que l'on voit en fait au quotidien, et qui n'est pas là pour inspirer, parce que je ne suis pas un gourou, la question n'est pas là, mais juste de créer une réflexion et de se dire, ben voilà, on a tout ça à disposition, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Évidemment, il y a ces grands symboles que je peins, qui sont les monuments, qui sont des paysages, mais tout cela, en fait, sont un peu pour moi le ciment de cette société avec ses 170 nationalités et de cet ensemble qui crée en fait cette dynamique ultra positive. Parce que sans ces symboles, il n'y a pas le liant. Et ce liant peut être utilisé dans des périodes moins heureuses de l'histoire pour déclencher des éléments néfastes et vraisemblablement cauchemardesques. Et donc c'est intéressant pour moi d'imaginer que en reproduisant et en montrant ces liants avec une finalité positive, alors on coupe un peu l'herbe sous le pied à ceux qui voudraient les utiliser de manière négative. Ah, ok, c'est prendre le contre-pied des choses. C'est aussi peut-être montrer au milieu de ces 170 nationalités qu'il y a quand même une terre avec une histoire et des gens qui sont là depuis longtemps, quoi. Oui et non, parce qu'en fait, il y a toujours eu ces 170 nationalités. Alors, il y en a eu moins avant, mais il y en a toujours eu beaucoup sur le territoire. Mais ce qui est Exact. intéressant, ce sont les points de repère. Si ce soir, on décide de sortir et d'aller boire un verre, on va se donner rendez-vous dans un lieu. Ce lieu est forcément un symbole, un point de repère. Soit on prendra le nom d'un café, soit on ne sait pas encore dans quel café on va aller, donc on se donne rendez-vous sur une place, autour d'une statue, à côté d'un monument. Et donc c'est ce symbole qui pourrait paraître nationaliste, qui en fait, à mes yeux, n'est qu'un point de rencontre. Un point de rencontre parce qu'on a imaginé ensemble qu'on allait faire quelque chose qui allait nous faire plaisir. Donc c'est un point de rencontre qui permet un avenir positif. Et c'est comme ça en fait que je traduis tous nos symboles et monuments. Ce sont avant tout des lieux de rencontre que j'envisage pour des choses positives de la vie. Oui, et puis finalement, qui sont des lieux de rencontre de tous ces gens qui viennent de partout et qui se fédèrent autour, ou dans un pays, autour de symboles comme Autour de celui-là. symboles, et la chance que l'on a, entre guillemets, c'est que la plupart de nos symboles sont des symboles en fait qui racontent une histoire avec un engagement personnel. Et ça, c'est intéressant. Que l'on voie en fait la Guelefra, que l'on voie la statue de la Grande Chef Charlotte, si on prend les statues, que l'on voie le Knudler avec le roi grand-duc Guillaume II, la statue du renard, à chaque fois, ce sont des sculptures qui présentent l'engagement d'une personne qui a œuvré parce qu'elle avait pensé à une autre vision de la société. Guillaume II avec la Constitution, la Grande Chef Charlotte avec son effort pendant la Seconde Guerre mondiale pour qu'on puisse garder notre indépendance, la Guelefra avec ce plus jamais une guerre pareille, le renard avec justement toute cette défiance du pouvoir avec Michel Rodange qui utilise cet animal pour attaquer tout le monde et défoncer tout le monde. Ça, c'est merveilleux, parce qu'à chaque fois, ce sont des symboles qui ont permis une réflexion philosophique, qui ont permis un avenir, et qui ont permis en fait de positionner à la fois un peuple et un pays dans la modernité et dans une continuité. On n'est pas sur des symboles de rupture.
Oui, c'est vrai, on est sur des symboles qui rassemblent. Mais alors, est-ce que le fait que tu multiplies quand même les supports, c'est-à-dire que tu fais de la peinture, tu l'as dit, tu fais de la sculpture, il y a aussi toute une gamme de textiles, Oui. fair trade, bio, Oui, en fait, la porcelaine il y a aussi. la porcelaine, mais il y a également des choses qui peuvent se manger. Et il y a Oui, plein il de y a des textiles, c'est collaborations. vrai. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de collaborations. Euh, En fait, pour moi, la multiplication des supports, ce n'est pas mon idée à la base. C'est vraiment les demandes, le hasard. Et lorsqu'on m'a offert mes premiers supports qui n'étaient pas la peinture, alors justement, j'ai découvert plein de nouveaux terrains de jeu. Et chaque fois, chaque support, en fait, est pour moi à la fois un nouveau terrain de jeu, est un nouveau challenge, parce que c'est bien souvent quelque chose que je ne connais pas du tout, euh, avec des limites, avec des complications, et c'est fantastique, par pure curiosité, en fait, c'est fantastique de découvrir d'autres choses. Et à chaque fois de rencontrer, parce que pour la porcelaine, ce n'est pas moi qui la fabrique, pour les vêtements, ce n'est pas moi qui les couds, pour la plupart des nouvelles collaborations, ce n'est pas moi, en fait, qui mets la main à la pâte. Mais c'est fantastique de découvrir des artisans, de découvrir des gens passionnés, et de se rendre compte, justement, en fait, qu'on n'est pas seul. Dans l'idée où il y a des pléiades et plein de gens de l'ombre qu'on ne connaît pas, mais qui font un travail extraordinaire et qui ont envie, en fait, tout à l'heure, j'ai deux couturières qui sont venues pour un projet de sac à dos. Et c'est fantastique parce que ce sont des dames qui, sans trahir leur âge, pourraient être ma mère, et qui ont passé toute leur vie à faire du sur-mesure pour des vêtements hommes. Et maintenant, on travaille sur un nouveau projet qui est exaltant. Et c'est très très excitant. Parce qu'en fait, j'ai souvent un sac à dos avec moi. C'est comme ça qu'elles ont eu l'idée. On a quelques idées de différentes choses, mais elles me nourrissent énormément de toute leur créativité. Et donc, les réunions sont éprouvantes parce que c'est un vocabulaire que je ne maîtrise pas pour le moment. Ce sont des techniques, c'est plein de choses que je dois apprendre. Néanmoins, c'est tellement rafraîchissant. Et c'est tellement agréable de pouvoir imaginer que, voilà, quelqu'un a envie que je fasse quelque chose avec lui, et encore en plus, il va m'apprendre comment est-ce que lui le fait, et au final, on va s'éclater. Alors, moi, il y a ce côté dont tu parles, pardon. Il y a effectivement la collaboration avec d'autres, mais ma question au départ était aussi de l'autre côté. Est-ce que tu as l'impression qu'en utilisant justement ces différents supports, ça te permet de toucher différents publics et finalement d'ouvrir un peu les frontières, les cerveaux, les égos, de diffuser un petit peu d'une manière selon l'approche de chacun ou la sensibilité, justement d'ouvrir une porte. J'ai appris il y a très longtemps que la diffusion, ce n'est pas moi qui la maîtrise. Et quand on crée quelque chose, il faut accepter que cette chose, cette création, cette œuvre d'art, ce gobelet de porcelaine, ce vêtement, soit adopté par quelqu'un qui va en fait en prendre propriété et qui va l'utiliser comme il le souhaite. Et c'est là où l'histoire devient la plus intéressante. Il y a quelques années, une de mes paires de chaussettes s'est retrouvée dans une publicité pour Léo au cinéma. Ok. Et j'ai plein de clients qui m'ont dit «Ah, il y a tes chaussettes au cinéma». Et c'était assez drôle parce qu'en fait, j'ai imaginé, je porte des chaussettes tous les jours, j'ai imaginé des chaussettes qui étaient confortables, qui étaient comme moi j'avais envie d'avoir mes chaussettes, qui portent un symbole qui me plaisait, mais à chaque fois c'est un sentiment égocentré quand je crée quelque chose pour moi, je le crée vraiment parce que j'ai un manque, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose qui me plaise et qui soit comme je l'ai imaginé dans ma tête. Mais c'est absolument incroyable quand quelqu'un achète cette paire de chaussettes et se dit tiens, on va l'utiliser pour ça ou pour ça. Parce que ça peut coller à mes idées, comme ça ne peut absolument ne pas coller avec mes idées. Et c'est ça qui est génial, c'est de réussir à avoir, pour moi, toujours cette surprise de qu'est-ce qui va arriver. L'art, en fait, ce sont des sentiments, et certaines personnes peuvent être réceptives à mon style d'art, d'autres absolument pas, mais je ne peux ni forcer personne, et d'ailleurs ça serait grotesque, et je ne peux pas non plus prétendre qu'il faille du Jack Schneider quelque part. Donc il faut qu'il y ait à un moment donné, il faut qu'il se passe une magie,
Il faut qu'il y ait un coup de foudre mutuel entre la création et la personne qui va l'adopter. Et là, l'aventure peut commencer. Mais c'est une aventure dont je ne suis pas maître. Ce n'est pas une question de consommation. Pour moi, c'est vraiment, en tant qu'artiste, je crée quelque chose, je le présente en réel dans ma boutique, Art Gallery, ou en virtuel sur les réseaux sociaux. Et après, chacun en fait ce qu'il veut, mais on peut se l'approprier sans l'avoir. Alors, ça me fascine parce que tu traverses quand même tous les univers avec une essence assez déconcertante. Tu as parlé de coups de foudre, tu as parlé de personnes qui pourraient être ta mère qui sont rafraîchissantes, donc ça c'est quand même vachement plaisant de se dire Mais oui, mais c'est vrai. bah oui, que tout cet ensemble est vraiment vivifiant de t'entendre aussi. Et puis, on le sait, et tu en as parlé préalablement aussi, tu t'immisces beaucoup, ou on te sollicite, je ne sais pas, dans un sens et dans l'autre, j'imagine, dans des projets caritatifs assez variés. Tu as plein de collaborations, certaines qui sont plus commerciales que d'autres. Euh, alors, souvent, on demande surtout en ce moment, il faut choisir son camp. C'est blanc ou c'est noir, en gros, hein. Alors, comment est-ce que toi, tu défends cette approche que tu as, qui est une approche assez polymorphe finalement, de l'engagement et de ta manière d'expression, Mais parce qu'en de fait, t'exprimer, pardon. on ne peut pas, je ne peux pas juger quelqu'un pour ses envies et ses choix. Dès le moment où c'est légal, évidemment, je ne peux pas cautionner la guerre, je ne peux pas cautionner la violence, je ne peux pas cautionner en fait le crime. Mais pour le reste, je serais bien mal à l'aise et je serais bien triste si un jour je devais juger quelqu'un, parce que ce n'est pas mon rôle. Quand je me lève le matin et que j'ai une envie de création ou que j'ai tiens, j'aimerais bien me faire ça, ou j'aimerais bien imaginer ça, ou pour telle personne, je verrais bien ça. Ou ce matin, on a eu plusieurs coups de téléphone avec des demandes de sculpture. Et tout de suite, mon cerveau a commencé à fuser sur plein de choses. J'ai envie de cette énergie positive. Et quand quelqu'un me demande quelque chose, ou quand quelqu'un fait quelque chose, il le fait avec tout son cœur. Je ne peux pas lui dire, parce que moi, ça ne me plaît pas, que c'est de la merde. C'est inconcevable. Et alors, est-ce que tu penses que justement, dans un moment où la société veut toujours plus d'opinions polarisantes, de postures radicales. Est-ce que toi, tu penses que l'art peut encore créer des ponts là où le débat public, parce qu'on parlait beaucoup, tu as beaucoup Mais, parlé de débat, creuse quand même de plus en plus des fossés. mais justement, pour moi, l'art, c'est le seul terrain neutre, même si l'art n'est absolument pas neutre, mais l'art est le seul terrain neutre en matière de violence. Parce que on peut être sensible ou ne pas être sensible, mais l'art est quelque chose qui est tellement personnel, l'art est quelque chose de tellement interne ou intrinsèque à chacun, qu'au final, il en est magique. Et il se doit de réussir à rester, s'il est fait par un artiste qui y croit vraiment, il doit réussir à garder cette forme de neutralité, non pas artistique, parce que évidemment, quand on voit mon travail, on le reconnaît, donc il n'est pas neutre, mais par rapport à des idées polarisantes ou par rapport à un régime politique ou autre, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec l'art subventionné. Je n'ai jamais eu de subvention et ce n'est pas prévu au programme. Parce que si je fais quelque chose, je le fais avec mon argent et parce que j'y crois. Parce que pour moi, je ne peux pas vivre si je ne le fais pas. Il n'y a pas de plan B. Mais ça rejoint peut-être l'idée de la première question par rapport à l'engagement et au militantisme. Parce qu'en fait, oui, l'État ne m'a jamais donné un centime. Et si l'État achète quelque chose, c'est parce que ça leur plaît, mais c'est pas parce qu'ils l'ont commandé avec une ligne en disant il faut rendre hommage à tel ministre ou ceci ou cela. Ça, je suis incapable de faire. Et c'est là où une certaine forme d'art pourrait rejoindre cette polarisation extrêmement violente qui n'est pas du tout dans mon idée. Mon idée est vraiment dans le débat, dans le partage. Et quand je fais une commande un peu plus ambitieuse et une commune est mise dans la boucle, ou alors qu'un grand groupe, quel qu'il soit, international, coté en bourse, tout ce que l'on veut, est mis dans la boucle. En fait, jusqu'à présent, je n'ai jamais perdu cette liberté et je n'ai jamais perdu, en fait, également cette envie
de pouvoir assumer pleinement mon œuvre. Et là, on va travailler cette année avec différentes grandes compagnies, dans des domaines que vous découvrirez sans faire de teasing trop important, mais qui sont justement dans des sujets, Du teasing, on en parle. dans des sujets excessivement sensibles, mais à chaque fois où je présente une vision qui est ma vision et qui est basée toujours sur, pour le coup, sur de l'artisanat d'art, sur de la beauté, sur des traditions. Mais mon but n'est pas du tout d'être polarisant et de créer un oui ou un non. Je m'en fous complètement. Oui, je pense qu'on a entendu depuis le début que ton souhait avant tout, c'était d'ouvrir les esprits, de solliciter la réflexion, d'engager le débat, d'être finalement une excuse à l'échange, mais pas quelqu'un qui va donner des sons, traduire quelque chose pour quelqu'un d'autre d'une manière qui sera Non, extrêmement codifiée. Il y a une D'avoir plus phrase, il y loin. a une phrase de Beaumarchais que j'adore. Il est à Versailles à la censure. Et à un moment donné, il y a dans le mariage de Figaro de nombreuses phrases que la censure avait voulu censurer. Et Beaumarchais se défend. Je ne sais plus qui lui dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous allez heurter certains de nos amis à travers cette phrase? Et Beaumarchais répond, s'il se sent heurté, c'est qu'il n'y est pas digne d'être de nos amis. Et c'est un peu ça aussi la question. Si certaines personnes prennent au pied de la lettre une chose ridicule et qu'elles s'en offusquent, alors peut-être qu'il faut d'abord qu'elles se posent la question elles-mêmes, pourquoi est-ce qu'elles s'en offusquent? C'est ce qu'on disait par rapport à la critique. Si c'est tellement dérangeant, alors que j'imagine que mon art ne le soit pas forcément, que la personne se pose d'abord la question à elle-même. Jacques, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as Déjà, quelque chose? Mais oui, tu vois, tu as tenu dans les temps. Tu pensais que tu allais être trop long ou quoi, ou qu'est-ce. Mais justement, tu dis déjà, et ben moi je te laisse encore du temps pour exprimer ce que tu aurais encore envie de dire, quelque chose de plus, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace là, maintenant? peut-être justement, en imaginant que les personnes qui vont nous écouter, à l'avenir, de temps en temps, fassent un exercice que j'essaie de faire régulièrement lorsque je prends des décisions avant de peindre, qui est de se laisser du temps. On est, à travers les réseaux sociaux, constamment dans un empressement extraordinaire, et peut-être que c'est bien, de temps en temps, de laisser les choses poser, et de se dire qu'en fait, on n'est pas à 24, 48 ou 72 heures près. Il y a certaines de mes peintures où il y a plusieurs années de réflexion. Et même si, quand on la voit, en fait, en effet, c'est un symbole très simple, avec deux couleurs, et on peut imaginer que le trait a été fait qu'en quelques minutes, mais c'est vraiment une très longue réflexion. De ne pas justement imaginer que le trait soit trop long ou trop court, de trouver cet équilibre pour qu'il soit le plus moi, et qu'en fait je sois le plus à l'aise avec dans la durée, dans le temps. C'est pas Jacques est content de son dessin sur la minute, parce que ça, en fait, on s'en fout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, si je signe quelque chose, alors je le signe pour ma vie. Et c'est une réflexion qu'on peut se faire. Et moi-même, j'ai beaucoup changé parce que je vois, il y a une époque où j'étais beaucoup plus rapide dans mes réponses et forcément beaucoup plus idiot. Mais maintenant, j'essaye de... Ça s'appelle la sagesse, Oui, Jacques. bah, bon, je suis pas canonique non plus. Bah, peu Mais importe, on y va, exactement. step by step, on se rapproche de la momification. Oh non, merci. Il y a déjà la barbe. Oui, parle pour toi, s'il te plaît. Mais c'est un peu ça, en fait, cette idée de savoir prendre du temps pour observer ce qui nous entoure et pour que nos décisions, justement, soient le plus respectueuses des autres. Parce que quand on prend une décision trop rapidement, ou quand on exprime un sentiment trop rapide, alors on pourrait de temps en temps heurter certains de nos amis parce que, justement, on n'a pas été assez philosophe ou on n'a pas été assez bienveillant. Et ça, c'est quelque chose de très complexe. Et je souhaite à tout le monde de prendre un maximum de temps. Vous l'avez entendu, un maximum de temps. J'ajoute une petite chose que tu as dit tout à l'heure, parce qu'on a eu une petite interruption. Tu as parlé de douceur. Et Oui. moi, je trouve que le temps et la douceur, c'est aussi un peu corrélé. Qu'en penses-tu? Les deux fonctionnent parfaitement ensemble. Mais c'était exactement comme quand on finit sur une note un peu plus rigolote, mais Mais il faut. les petits bonbons qu'on suce, Oui. ils sont très agréables. Mais si on ne les suce pas, si on les mord, on risque de se casser les dents. Alors que si on les suce, ça prend beaucoup de temps, c'est un très grand plaisir, et en fait ça résume toute cette idée de ne pas se précipiter sur quelque chose. C'est comme le chocolat, t'as raison, c'est pareil.
Le chocolat Avec qui fond dans la parcimonie. bouche. Alors, le chocolat avec parcimonie, chez moi, non, mais bon, je peux comprendre, t'as raison, il faut des messages, mais du vrai chocolat, hein, je veux dire, pas des trucs industriels, non, du bon chocolat fait artisanal. Oui, avec amour. Exactement. Merci Jacques d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci beaucoup, et pour longtemps encore. j'espère. Merci Jacques de nous avoir invités à prendre le temps. Ce temps si précieux qui nous permet de nous poser avant de nous exprimer, de peser nos mots, d'affiner notre trait. Et dans un monde de réactions instantanées, d'opinions polarisantes, cette vision de l'art comme un terrain neutre en matière de violence, où la prise de parole peut encore créer des ponts plutôt que des fossés, où le dialogue reste possible, résonne vraiment comme un appel à la sérénité. Alors, et j'en suis certaine, si cet éclat de voix a résonné avec vous, prenez s'il vous plaît le temps, quelques secondes, pour laisser 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à aviser votre voisin, votre ami, vos collègues, vos enfants, vos grands-parents, qui sais-je, car chaque évaluation aide Éclat de voix à être découvert par de nouvelles oreilles et permet à ces conversations de toucher davantage de personnes. Partagez également cet épisode autour de vous, parce qu'un podcast, c'est avant tout pour moi un point de rencontre, un prétexte pour échanger et débattre. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur les réseaux sociaux pour prolonger la conversation et me dire quelle œuvre de Jacques, par exemple, vous touche particulièrement. N'oubliez pas, prenez le temps. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite des éclats de voix singuliers, truculents, disséminés. À vous de jouer, vous me raconterez.